Avez-vous remarqué ce schéma récurrent dans l'élevage? Chaque fois qu'une nouvelle race apparaît à l'étranger, il ne faut pas longtemps pour que quelqu'un dise « c'est l'avenir ». Ce fut le cas avec l'Angus, avec le Wagyu, et maintenant, cela commence avec le Boran, une race africaine forgée dans des conditions brutales, chaleur extrême, pâturage médiocre et pénurie d'eau. Sur le papier, elle semble taillée sur mesure pour les garrigues du sud de la France ou les plateaux arides du Larzac. Mais avant de s'enthousiasmer, il y a une question que presque personne ne pose vraiment. Combien coûte l'introduction de cette génétique dans votre étable aujourd'hui? Je ne parle pas seulement du prix d'achat. Je parle d'importation, de risques, d'adaptation et surtout de la pertinence dans le système que vous gérez déjà. Car sur le papier, tout est parfait, mais sur le terrain, l'addition finit toujours par tomber. Aujourd'hui, nous allons mettre les chiffres sur la table, laisser l'enthousiasme de côté et comprendre si le Boran est une opportunité réelle ou une simple promesse coûteuse. Le Boran n'est pas nouveau, il vient d'Afrique de l'Est, principalement du Kenya. Ce n'est pas un animal élevé dans du coton, c'est du bétail sélectionné sous pression. Il possède une fertilité étonnante en milieu difficile et les mères ont une aptitude maternelle enviable. Mais voici le premier point clé. Cette rusticité n'est pas une invention nouvelle en France. Nous avons déjà des races autochtones comme l'Aubrac, la Salers ou la Gascane, qui sont adaptées depuis des siècles à nos terroirs. Alors le Boran n'arrive pas comme une révolution, il arrive comme une alternative. Et cela change radicalement la façon de l'analyser. Ouvrons maintenant le livre de compte avec la froideur d'un chirurgien et la vision d'un expert comptable agricole. Car dans l'élevage d'élite et de prestige, l'enthousiasme est un poison mortel si vous ne savez pas manipuler les chiffres avant de déplacer la moindre botte de paille. La question fondamentale qui doit vous empêcher de dormir n'est pas de savoir si le Boran est une belle vache ou s'il a une allure impressionnante sur les catalogues de génétique internationale. La seule question qui compte, celle qui définit si votre exploitation survit ou dépose le bilan dans la prochaine décennie, est de savoir exactement combien de kilos de carcasse ou combien d'années de sélection intensive il vous faudra pour amortir l'introduction de cette génétique dans votre troupeau. En France, lorsque vous décidez d'introduire une race qui n'est pas encore établie, qui ne possède pas de herdbook national mature ni de recul sur les index de production en climat tempéré, vous ne payez pas pour un animal, vous payez la taxe d'entrée d'une infrastructure de pionniers, vous financez la courbe d'apprentissage de toute une filière naissante. Le premier choc de réalité, celui qui fait que beaucoup d'éleveurs abandonnent avant même de commencer, survient en comprenant que le chemin le plus sûr, le plus efficient et le plus viable sanitairement n'est sous aucun prétexte d'amener des animaux vivants en France. Cette logistique, qui implique des transports maritimes ou aériens transcontinentaux, des camions aux normes sanitaires strictes, des assurances de fret et des manipulations ultra spécialisées, peut littéralement tripler le prix de base du bétail avant même que celui-ci ne touche le sol français. La voie royale, c'est le travail avec le matériel cryogénisé, la semence et les embryons. Mais attention au chant des sirènes des prix internationaux que vous voyez sur les sites spécialisés. Une dose de semences de grands champions peut sembler abordable à 120 € et un embryon congelé peut paraître être une opportunité en or à 1000 €. C'est ici que commence la véritable taxe de l'inconnu, un labyrinthe économique que l'éleveur amateur ignore et que le professionnel redoute. Analysons l'anatomie de ce coup caché avec la précision d'un vétérinaire et la méfiance d'un banquier d'affaires. La France, pilier de l'Union européenne, impose des protocoles sanitaires et des barrières phytosanitaires qui figurent parmi les plus strictes et les plus coûteuses du globe. Importer de la génétique depuis le Kenya ou même via des centres de multiplication d'élite au Brésil ou en Afrique du Sud exige des certificats d'origine, des périodes de quarantaine strictes pour les donneurs, des tests ADN de pureté raciale et des diagnostics pour la fièvre afteuse, la pneumonie bovine contagieuse, la tuberculose et une douzaine d'autres pathologies infectieuses. Ces tests, qui doivent être réalisés dans des laboratoires certifiés par l'UE, ne sont pas seulement coûteux à l'unité. Ils sont coûteux car ils peuvent bloquer vos conteneurs d'azote liquide en douane à l'aéroport de Roissy ou au port de Marseille pendant des mois, accumulant des frais de stockage cryogénique et des honoraires d'agents en douane spécialisés. Chaque jour de retard est de l'argent qui s'évapore de votre marge bénéficiaire avant même que cet embryon ne soit transféré. Il existe un détail technique que beaucoup d'éleveurs négligent jusqu'à ce qu'ils le voient sur leur propre compte de résultats. Le coût de la receveuse et la gestion reproductive de précision. Pour transformer cet embryon congelé en un veau boran qui respire l'air des garrigues ou du Larzac, vous avez besoin de mères porteuses d'élite,
Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle vache de réforme. Vous avez besoin de bêtes saines, avec une excellente aptitude maternelle et synchronisées hormonalement avec une précision d'horlogerie suisse. Vous devez mobiliser vos meilleurs ventres locaux, peut-être des aubracs ou des gasconnes déjà adaptés au terrain, pour qu'elles portent cette génétique étrangère, suspendant ainsi leur propre production naturelle durant une année entière. Si vous additionnez l'achat génétique, la logistique internationale, les honoraires du technicien de transfert, le coût des protocoles hormonaux et l'entretien de la vache receveuse pendant les 9 mois de gestation et les 7 mois de sevrage, la réalité économique change du tout au tout. Au final, un reproducteur de pointe né en France, 100% boran, issu de champions africains, peut atteindre une valeur de marché initiale oscillant entre 18 000 et 38 000 euros lors de ses premières années d'introduction. Pourquoi ce prix astronomique ? Ce n'est pas seulement pour son poids en viande, c'est pour la spéculation sur la rareté absolue et la barrière à l'entrée bureaucratique. Dans le monde de l'élevage d'élite, celui qui possède les premières doses de semences d'un grand champion boran sur le sol européen devient le maître du marché. Il peut revendre cette génétique à prix d'or à ses voisins curieux. C'est un jeu de positionnement. L'acheteur initial parie que la fièvre du boran durera assez longtemps pour amortir son investissement en vendant sa descendance à d'autres éleveurs cherchant, désespérément, l'avenir de la résistance à la sécheresse. Mais c'est ici que la mentalité traditionnelle française heurte de plein fouet la biomécanique de l'adaptation, la dévaluation technique de l'adaptation. En payant le prix fort pour une génétique kenyane ou sud-africaine, vous faites le pari massif que ce sang sera immédiatement supérieur à nos races rustiques comme l'aubrac ou la salers. Et c'est là qu'intervient le risque de l'erreur d'adaptation. Nos races locales possèdent quelque chose que l'argent n'achète pas, des siècles d'adaptation épigénétique à nos parasites spécifiques, à notre flore microbienne et par-dessus tout aux changements de température brutaux de nos massifs, avec nos étés caniculaires et nos gels de gel noir. Importer du boran à prix d'or, c'est comme acheter une machine agricole de pointe conçue pour les plaines céréalières et l'envoyer travailler dans un pierri des Pyrénées. Si vous n'avez pas le système de gestion adéquat ou si vous n'avez pas de plan de croisement rigoureux et technique, votre taureau à 25 000 euros produira des veaux qui ne vaudront pas mieux à l'abattoir que ceux de votre voisin qui utilise une gasconne pure à 3 000 euros. Le prix devient alors une barrière psychologique et stratégique. Le marché se divise entre les collectionneurs de génétique qui cherchent le prestige du nouveau à n'importe quel prix et les éleveurs de profit qui attendent que la race soit testée, adaptée et dévaluée par les pionniers avant d'entrer dans la danse. En France, nous vivons une époque de marge bénéficiaire étouffante à cause du coût des intrants. Investir massivement dans le boran sans avoir de garantie solide sur sa conversion alimentaire dans nos garrigues ou son taux de fertilité sous notre propre stress thermique est tout simplement jouer à la roulette russe avec la trésorerie de la ferme. La rareté crée de la valeur, mais seule la performance carcasse et la fertilité prouvée auprès garantiront la rentabilité à long terme. Si après l'effet de mode, la filière viande française ne valorise pas cette race avec un premium substantiel, le prix de la génétique boran s'effondrera aussi vite qu'il a grimpé. En fin de compte, comprendre le coût réel du boran en France, c'est comprendre la différence abyssale entre un investissement productif et un pari spéculatif. Le marché français de 2026 est fatigué des promesses miraculeuses qui coûtent une fortune en frais vétérinaires ou en logistique internationale. La véritable question que vous devez vous poser en regardant votre carnet de chèques n'est pas « puis-je m'offrir un taureau boran ?» mais « le boran peut-il se payer tout seul dans mon système actuel ?» Car au bout du chemin, quand les lumières des salons agricoles s'éteignent et que l'on se retrouve seul face à ces bêtes dans le silence du causse, ce n'est pas le pédigré exotique qui paye les factures, c'est la capacité de l'animal à transformer chaque touffe d'herbe grillée en euros sonnants et trébuchants. Le boran coûte cher parce qu'il est rare, mais il ne sera rentable que s'il s'avérait être plus qu'une nouveauté, une nécessité biologique face aux caprices du thermomètre français. Le midi sur les plateaux du Larzac, dans les garrigues de Provence ou dans les vallées brûlées du Piémont pyrénéen n'est pas seulement une position du soleil dans le ciel. C'est un poids physique, une chape de chaleur qui écrase la terre et réduit au silence jusqu'à l'insecte le plus persistant. Ici, là où le temps ne se mesure pas en heures mais en semaines de soif, en fissures qui s'ouvrent dans le sol argileux comme des plaies de guerre, la génétique cesse d'être un slogan de catalogue pour devenir un testament biologique de rentabilité. Dans ce scénario de survie pure, surgit la question qui fait trembler les certitudes des foires agricoles. Quel vide réel le boran vient-il combler que notre sainte trinité de la rusticité, l'aubrac, la salers et la gasconne, ne remplit pas déjà ?
Pour répondre, nous ne pouvons pas rester à la surface d'une brochure. Nous devons plonger dans la physiologie de l'animal et dans la réalité brute d'un écosystème qui ne pardonne pas l'arrogance des expériences mal pensées. Le boran arrive dans l'Hexagone précédé d'une réputation d'invincibilité qui frise le mysticisme. Au Kenya, dans les régions de Laikipia, cet animal supporte 45 degrés à l'ombre d'un acacia sans que sa fréquence respiratoire ne s'altère. C'est techniquement une œuvre d'art de l'ingénierie thermique naturelle. Il possède une peau fine mais extrêmement dense en glandes sudoripares et un pelage court et brillant qui reflète les radiations infrarouges comme un miroir. Mais la France possède une arme secrète que les plaines africaines ignorent, le climat continental extrême. Notre pays n'est pas seulement chaud, c'est une montagne russe thermique. Nous avons des étés sahariens, certes, mais suivis d'hivers sibériens où le vent du nord coupe comme une lame et où le gel brûle le peu d'herbe qui reste. Le boran est une machine de refroidissement efficace, mais comment réagira son métabolisme quand la neige recouvrira les estives des Pyrénées ou quand le givre du matin en Auvergne gèlera l'eau des abreuvoirs? C'est là que l'on commence à payer le prix réel de l'adaptation, dans le coût énergétique pour maintenir la température corporelle d'un animal conçu pour dissiper la chaleur, pas pour la retenir. Analysons maintenant la physiologie de la conversion alimentaire en période de crise. Le boran se distingue, selon les experts, par son efficience de carcasse. C'est un animal compact, un bloc de muscles et d'eau qui semble défier les lois de la nutrition. Alors qu'une race européenne traditionnelle s'effondre lorsque l'herbe se lignifie et devient de la fibre pure sans valeur protéique, le boran, grâce à son héritage sébuino, possède un système digestif capable d'extraire de l'énergie de presque rien. Ces micro-organismes ruminaux sont des spécialistes de la pénurie. Mais ici entre en scène le miroir du terroir. L'aubrac et la salers font exactement cela depuis des siècles. Une vache aubrac n'a pas besoin de personne pour lui expliquer quoi faire quand l'herbe disparaît en août. Elle ralentit simplement son métabolisme, cherche l'ombre d'un chêne et survit. Le défi du boran est de prouver que son efficience est supérieure à celle de ces races qui ont déjà été filtrées par la sélection naturelle de notre propre géographie et de nos massifs montagneux. Sur le terrain du croisement industriel, c'est là que la théorie du boran brille avec le plus de force. C'est ici qu'entre en jeu le concept de la vigueur hybride ou hétérosis spectaculaire. Imaginez un instant la puissance de ce choc génétique. Croisez une vache salers, la force rouge de nos volcans, avec un taureau boran. L'objectif est ambitieux. Obtenir un animal avec une résistance thermique supérieure à la salers pure, mais avec une précocité sexuelle et une finition de viande que le boran appolit sous la pression de sélection des éleveurs africains et australiens. Nous cherchons l'animal parfait pour le scénario de désertification qui menace le quart sud-est de la France. Un animal capable de sevrer un veau chaque année dans le sécano le plus dur, sans aide, sans antibiotiques et avec une ration minimale. Mais ne nous laissons pas bercer par les chants de sirènes. La génétique n'est qu'un multiplicateur de gestion. Si votre pâturage est dégradé, si votre chargement est excessif et si votre gestion est médiocre, le boran échouera avec la même fracas que la plus délicate des charolaises, mais avec une différence sanglante. Il vous aura coûté 10 fois plus cher en investissement génétique. Il existe un facteur que le marché des ventes aux enchères oublie souvent, l'éthologie et l'instinct de survie. Le boran est un animal grégaire à l'extrême, habitué à se déplacer en masse pour se protéger des prédateurs. Cet instinct de bloc est un avantage en système extensif très ouvert, mais peut devenir un problème dans nos exploitations clôturées s'il n'est pas compris. Un boran stressé est un animal qui ne prend pas de poids. De plus, il y a la question de l'immunité. Nos races autochtones sont résistantes à des pathologies locales que le boran n'a jamais croisées sur son chemin. Introduire du boran, c'est aussi introduire une période d'ajustement immunologique où les pertes peuvent être silencieuses mais constantes si l'on ne surveille pas l'environnement microbien du terroir. Entrons dans la biomécanique du poids et du déplacement. Le boran est célèbre pour sa capacité à marcher des kilomètres pour une gorgée d'eau. Dans les DSA de Provence ou les Causses, où les points d'eau peuvent être éloignés des meilleures zones de pâture, cette mobilité est de l'or pur. Un animal qui ne souffre pas en marchant est un animal qui dépense moins d'énergie dans le transfert et plus dans la production de lait pour son veau ou dans le dépôt de gras intramusculaire. Cependant, nos races locales sont déjà des marcheuses par nature. La Gasconne, par exemple, est une maîtresse de l'exploitation des broussailles de montagne. Le boran pourra-t-il surpasser le rendement d'une Gasconne sur un terrain envahi par les cystes et le génévrier?
La science indique que le boran possède un tractus digestif plus court et plus efficace pour certains types de fibres, ce qui pourrait lui donner un avantage compétitif durant les mois de sécheresse extrême, là où l'aliment ressemble plus à du bois qu'à de l'herbe. Mais le miroir du terroir renvoie une image crue sur le coût d'opportunité. Investir dans le boran aujourd'hui en France est un pari à haut risque. Vous achetez une action génétique au sommet de sa popularité. Pour que cet investissement soit rentable, le boran ne doit pas seulement être aussi bon que l'aubrac, il doit démontrer que ses veaux se sèvrent avec 20 kg de plus dans les mêmes conditions de disette, ou que ses vaches reprennent le taureau 15% plus vite sous des étés à 40 degrés. Si les données de terrain ne confirment pas cette supériorité d'ici 5 ans, le boran passera dans l'histoire de l'élevage français comme un autre mirage de salon, une mode coûteuse qui finira par se diluer dans la masse des croisements. La véritable bataille se livre sur la précocité et la fertilité. Le boran promet des femelles qui entrent en chaleur bien plus tôt que les races zébuines traditionnelles et qui maintiennent leur cyclicité même sous pression nutritionnelle. Dans un pays où l'intervalle entre vélage est le principal voleur de profit, cette caractéristique pourrait réellement pencher la balance. Mais encore une fois, nous nous heurtons à la réalité de la gestion. Une vache fertile dans un champ sans nourriture n'est pas une vache, c'est un problème. Le boran exige que l'éleveur cesse d'être un propriétaire de vaches pour devenir un gestionnaire d'écosystème. En conclusion, le boran face au miroir du terroir n'est pas une verdict fermée, c'est une question ouverte sur l'avenir. C'est un outil puissant, une injection de vigueur africaine qui pourrait revitaliser des systèmes de production épuisés par la consanguinité ou par le manque d'adaptation au changement climatique. Mais c'est un outil qui requiert une main experte. On ne peut pas acheter la rusticité si l'on n'a pas l'humilité de comprendre que l'animal le plus cher n'est pas toujours le plus productif. Le boran peut être la réalité qui sauve de nombreuses fermes de désertification, ou il peut être le mirage qui les conduit à la ruine financière. Le résultat final ne dépendra pas du pédigré qu'il apporte du Kenya, mais de sa capacité à se fondre dans le sol de France et à prouver sous le soleil implacable d'août que son sang est digne de la terre qu'il foule aujourd'hui. En fin de compte, le terroir ne comprend pas les races à la mode. Le terroir ne comprend que les veaux vivants, les vaches gestantes et les comptes qui s'équilibrent. Le soleil entame sa descente finale sur les horizons ocres des Causses et les garrigues de Provence, projetant des ombres immenses qui semblent vouloir rattraper le temps perdu. En cet instant sacré, où la chaleur de la journée s'efface pour laisser place au souffle frais qui descend des massifs, la question qui nous a réunis aujourd'hui, le boran est-il l'opportunité du siècle pour la France ou un mirage génétique de plus, cesse d'être un simple débat technique pour devenir une vérité de vie absolue, gravée dans la poussière et le cuir par ceux qui refusent de voir leur exploitation devenir une simple statistique d'échec dans un monde qui change trop vite. Parce qu'ici, sur cette terre de France qui a vu naître les plus grandes races rustiques et bouchères du monde, le bétail n'est pas une donnée abstraite dans le cloud d'une multinationale, c'est un pacte de résilience avec un paysage qui n'admet ni le mensonge ni l'improvisation lorsque la sécheresse serre la gorge du pays et que l'herbe se transforme en paille avant même la Saint-Jean. Nous avons disséqué le miracle de l'efficience africaine, cette architecture de survie forgée dans la fournaise du Kenya, qui nous rappelle que la nature reste le plus grand des sélectionneurs, bien avant les algorithmes. Mais au tomber du jour, nous devons regarder avec une honnêteté brutale nos propres mains et nos propres enclos. La conclusion de cette épopée n'est pas la victoire du boran sur l'aubrac, ni de la nouveauté sur la tradition, mais une leçon de souveraineté intellectuelle. La génétique est l'outil, mais le système de gestion est le maître. Le verdict final de la rentabilité ne se signe pas lors de l'achat d'un embryon à prix d'or sous les projecteurs d'une vente aux enchères, mais dans la capacité de cet animal à ne pas devenir un fardeau financier pour celui qui le nourrit. Que signifie réellement être un éleveur lucide en 2026 dans un monde agricole obsédé par la prochaine grande nouveauté? Cela signifie comprendre que la génétique ne fait pas de miracle, elle ne fait que révéler la qualité réelle de votre système. Introduire du boran dans une ferme sans gestion rigoureuse de l'herbe, sans contrôle parasitaire adapté et sans vision à long terme, c'est comme mettre un moteur de Formule 1 dans une charrette en bois. Vous n'irez pas plus vite, vous casserez simplement tout beaucoup plus cher. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de tomber amoureux d'une image de catalogue, d'un pédigré exotique aux noms évocateurs,
en oubliant que ce qui donne de l'argent au bout du compte, ce n'est pas la race dont on parle le plus dans les salons parisiens, c'est la race qui marche tous les jours dans votre exploitation, sans vous envoyer de factures vétérinaires ou de compléments alimentaires ruineux à chaque coup de chaud. Le soleil entame sa descente finale sur les horizons ocres des Causses et les garrigues de Provence, projetant des ombres immenses qui semblent vouloir rattraper le temps perdu. En cet instant sacré, où la chaleur de la journée s'efface pour laisser place au souffle frais qui descend des massifs, la question qui nous a réunis aujourd'hui, le boran est-il l'opportunité du siècle pour la France ou un mirage génétique de plus, cesse d'être un simple débat technique pour devenir une vérité de vie absolue, gravée dans la poussière et le cuir par ceux qui refusent de voir leur exploitation devenir une simple statistique d'échec dans un monde qui change trop vite. Parce qu'ici, sur cette terre de France qui a vu naître les plus grandes races rustiques et bouchères du monde, le bétail n'est pas une donnée abstraite dans le cloud d'une multinationale, c'est un pacte de résilience avec un paysage qui n'admet ni le mensonge ni l'improvisation lorsque la sécheresse serre la gorge du pays et que l'herbe se transforme en paille avant même la Saint-Jean. Nous avons disséqué le miracle de l'efficience africaine, cette architecture de survie forgée dans la fournaise du Kenya, qui nous rappelle que la nature reste le plus grand des sélectionneurs, bien avant les algorithmes. Mais au tomber du jour, nous devons regarder avec une honnêteté brutale nos propres mains et nos propres enclos. La conclusion de cette épopée n'est pas la victoire du boran sur l'Aubrac, ni de la nouveauté sur la tradition, mais une leçon de souveraineté intellectuelle. La génétique est l'outil, mais le système de gestion est le maître. Le verdict final de la rentabilité ne se signe pas lors de l'achat d'un embryon à prix d'or sous les projecteurs d'une vente aux enchères, mais dans la capacité de cet animal à ne pas devenir un fardeau financier pour celui qui le nourrit. Que signifie réellement être un éleveur lucide en 2026 dans un monde agricole obsédé par la prochaine grande nouveauté? Cela signifie comprendre que la génétique ne fait pas de miracle, elle ne fait que révéler la qualité réelle de votre système. Introduire du boran dans une ferme sans gestion rigoureuse de l'herbe, sans contrôle parasitaire adapté et sans vision à long terme, c'est comme mettre un moteur de Formule 1 dans une charrette en bois. Vous n'irez pas plus vite, vous casserez simplement tout beaucoup plus cher. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de tomber amoureux d'une image de catalogue, d'un pédigré exotique aux noms évocateurs, en oubliant que ce qui donne de l'argent au bout du compte, ce n'est pas la race dont on parle le plus dans les salons parisiens, c'est la race qui marche tous les jours dans votre exploitation, sans vous envoyer de factures vétérinaires ou de compléments alimentaires ruineux à chaque coup de chaud. Regardez vos clôtures, vos abreuvoirs, la couleur de vos pâturages après 2 mois sans pluie. Ils connaissent la différence entre le prestige social et le profit réel. Le prestige est d'avoir le premier taureau boran pur du département pour épater la galerie. Le profit est d'avoir 100 vaches qui sèvrent 100 veaux lourds chaque année avec un coût d'intrant réduit au strict minimum. Le champ n'est pas un terrain de jeu pour investisseurs en quête de sensations fortes ou de défiscalisation. C'est une école de l'austérité qui récompense la patience et châtie l'arrogance de celui qui croit qu'il peut acheter la réussite en changeant simplement de race. La véritable noblesse du bétail ne réside pas dans son origine lointaine ou son aspect atypique, mais dans sa capacité à transformer l'aridité croissante de notre climat en euros sonnants et trébuchants, tout en respectant l'équilibre fragile de notre biodiversité européenne. La nuit s'installe et les premières étoiles commencent à veiller sur nos massifs, les mêmes étoiles qui guidaient les bergers de la transhumance sur les Drailles il y a des siècles. Tout revient à la racine. La génétique que vous introduisez aujourd'hui sera le destin de votre exploitation demain. Si vous choisissez le boran par stratégie, pour ses qualités de croisement industriel ou sa thermotolérance prouvée, vous bâtissez un pont vers l'avenir dans un sud de la France qui se tropicalise. Si vous le choisissez par mode, par peur de manquer le train ou par simple curiosité esthétique, vous bâtissez peut-être votre propre ruine. Rien ne remplace l'œil de l'éleveur, cette capacité unique à voir au-delà du poil ras et de la bosse pour percevoir l'âme d'un système productif viable. Nous sommes les traducteurs d'une sagesse qui ne s'apprend pas dans les séminaires de marketing génétique, mais dans le froid mordant de l'aube, quand on aide une vache à véler et qu'on réalise que la survie ne tient qu'à un fil de vigueur, d'instinct et de rusticité. L'éleveur français de 2026 est à la croisée des chemins. Il peut choisir de continuer à courir après des ombres, à importer des solutions miracles qui viennent d'ailleurs sans les adapter,
ou il peut choisir de devenir le maître souverain de son environnement. Le boran peut être une pièce magnifique de ce puzzle, un allié puissant pour affronter la désertification galopante qui remonte vers le nord, mais seulement s'il est intégré avec l'humilité du montagnard et la rigueur du comptable. N'oubliez jamais que sans l'homme qui comprend sa terre, la meilleure génétique du monde n'est que de la viande sur pied soumise aux aléas du destin. La véritable révolution n'est pas dans l'animal que vous achetez à prix d'or, elle est dans la manière dont vous décidez de gérer votre autonomie fourragère et votre résilience économique. Maintenant que le calme règne sur le troupeau et que les bêtes ruminent en paix, je veux entendre ce que murmure votre instinct d'éleveur. Dans votre coin de France, face à vos défis de climat, de prix du foncier et de volatilité des marchés, auriez-vous le courage de parier sur une race comme le boran pour bousculer vos certitudes ? Ou croyez-vous que le secret de la réussite réside dans le perfectionnement obsessionnel de nos races rustiques autochtones, comme l'aubrac ou la salers, qui nous ont portés jusqu'ici ? Le boran est-il pour vous un outil de guerre contre le changement climatique ou un luxe inutile pour passionnés fortunés ? Laissez votre témoignage en commentaire, car ici, dans cette communauté de terrain, nous ne cherchons pas à vendre des rêves en papier glacé, nous cherchons à forger des systèmes qui durent et qui nourrissent les familles. Abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur d'une passion sans phare, où la beauté du geste et la froideur des chiffres ne font qu'un. Partagez ce récit avec celui qui, comme vous, sait que l'odeur du foin sec et le son du pas des bêtes sur la pierre valent plus que toutes les promesses de la ville. Fermez les yeux un instant, écoutez le battement de cœur de la terre de France qui ne dort jamais. Demain, bien avant que l'aurore ne vienne embraser le ciel, la vie reprendra son élan furieux et magnifique. Et nous serons là, à notre poste, pour honnêteté intellectuelle et par amour de ces animaux qui font de l'élevage un art de survie. Merci d'avoir cheminé avec nous dans cette quête de vérité. Que la terre vous soit généreuse, que vos vélages soient vigoureux et que votre vision reste claire même quand la poussière de la nouveauté tente de l'aveugler.